Bonjour, je m'appelle Olivier René, je suis l'auteur du livre Gustave Flaubert et le Grand Orient de France et je vais avoir le plaisir de vous présenter un peu mon livre. Mais avant, j'aurais souhaité vous présenter le 9 de la rue Morillo, ainsi que le deuxième étage, lieu où habitait Gustave Flaubert à l'époque où il fréquentait la cour de l'empereur Napoléon III. Et c'est aussi à cette époque qu'il fréquentait le prince Muret, grand maître du Grand Orient. Donc c'est ici que Flaubert vivait à l'époque de Napoléon III, où il fréquentait la cour de Napoléon III et où il rencontrait d'ailleurs le prince Murat, qui était grand maître du Grand Orient de France. Alors juste en face de l'immeuble de Gustave Flaubert, on a le 8 de la rue Murillo, où habitait le comte Gabriel de la Rochefoucauld, ainsi que la comtesse de Richelieu. Nous sommes ici sur un lieu historique et qui va nous montrer comment, pourquoi Flaubert était lui aussi franc-maçon du Grand Orient de France à son époque. Alors il y a une belle analogie avec cette rue Morillo et le 9 de la rue Morillo où Gustave Flaubert habitait à l'époque de Napoléon III, c'est que Gustave Flaubert habitait juste en face de l'hôtel particulier de la Rochefoucauld. Il faut savoir aussi que le peintre Gustave Courbet, que Flaubert aimait énormément, lui, par analogie, lui habitait rue de la Rochefoucauld. Et il faut savoir aussi que de la Rochefoucauld est l'un des fondateurs du rite maçonnique auquel Flaubert appartenait. Voilà. Maintenant que j'ai eu la joie de vous présenter l'appartement de Gustave Flaubert, au deuxième étage de la rue Murillo, eh bien je vous emmène à la librairie française où je vais dédicacer mon ouvrage le 1er octobre 2016. Et donc si vous voulez voir des choses complémentaires ou m'interroger sur le sujet, eh bien, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, donc nous sommes devant la librairie française où je vais présenter mon ouvrage le 1er octobre 2016. On y va. Alors bonjour Monsieur Olivier René, merci d'accorder cette interview pour le site penserlibrement.fr. Merci à vous. Donc nous avons reçu votre livre Gustave Flaubert et le Grand Orient de France. Et nous vous remercions d'avance d'ailleurs. Et nous allons essayer à travers cette interview de connaître un petit peu plus sur vos travaux, sur vous-même. Et on va essayer que vous puissiez nous dévoiler comment vous avez travaillé, les secrets de ce livre, etc. Alors nous on a reçu le livre très gentiment, c'est un livre qui est d'abord très complet avec un DVD, il y a des QR codes qui nous en renvoient sur des liens YouTube. C'est un peu un livre assez interactif on va dire. On voudrait savoir qui a eu l'idée de faire un livre comme ça, parce que c'est le premier je pense sur le commerce. Non, c'est pas vraiment le premier, mais en fait bon, quand on a des idées un peu originales comme ça, c'est un peu des concours de circonstances. Où en parlant avec des gens, un a une idée, l'autre a une autre idée, et la réunion des idées rencontrées par des conversations donne une idée nouvelle, et donc c'est ce que j'ai mis en œuvre dans mon livre. Mais c'est pas venu de mon génie, c'est fondamentalement associé à une série de rencontres de personnes curieuses sur un sujet d'édition nouveau, un nouveau livre. Et quand vous faites un livre, c'est votre premier livre d'une série de 4. Oui. Est-ce que vous travaillez tout seul ou vous avez une équipe derrière vous? J'aimerais bien avoir une équipe, malheureusement je travaille tout seul. Vous êtes tout seul, ouais. D'accord.
Alors, on a passé au crible certaines interviews que vous avez déjà fait chez des confrères à nous, et on a vu que vous aviez beaucoup voyagé quand vous étiez jeune. Oui. Et une question qui nous revient dessus, c'est pourquoi vos parents voyageaient autant? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie pour voyager autant? En fait, mon père était, puisqu'il est décédé, officier marinier. Hein, donc, au moment de passer officier des équipages, je suis arrivé et pour m'éduquer, il a choisi de quitter la marine nationale. Et donc, comme c'était un bon élément de marine nationale, il a été placé par l'armée française au CNES. Et c'est comme ça qu'on est parti à Pretoria pour le CNES dans le cadre d'expériences scientifiques auxquelles mon père participait. D'accord. Et votre maman l'a toujours suivi Ma mère a suivi. C'est aussi pour ça après qu'on est parti en Guyane. En Guyane, c'est la Guyane française, et le CNES, l'aérospatiale, les fusées, etc. D'accord. On dit que les voyages pour les enfants développent l'imaginaire. Est-ce que ce sont ces voyages qui vous ont donné le goût pour la magie et le spectacle, qui est votre premier métier à la base d'ailleurs? Et là, c'est sûr, on voit des choses qui ne sont pas attendues. Donc à partir de là, on se pose des questions qu'on ne se serait jamais posées si j'étais resté tout le temps dans le même village. Et quand c'est sur 20 ou 25 ans de voyage, forcément, on a une autre manière de voir le monde. D'ailleurs, on est un peu... des fois, même, on peut inquiéter parce qu'on n'est pas formaté comme tout le monde, dans la mesure où ces voyages-là, c'est très, très peu de personnes qui ont la chance de le faire. Je me considère comme un chanceux sur ce coup-là. Voilà. Vous vous sentiez un petit peu à part ou en avance? Moi, j'ai vécu souvent très seul. Très seul. Très seul. Et à part, je peux pas dire que je sois à part, mais isolé. Par exemple, quand j'étais en Afrique du Sud, j'étais le sale petit Français, et quand j'arrivais en France, j'étais le sale petit Africain. Donc, quel que soit l'endroit où j'allais, j'étais toujours le sale petit je ne sais trop quoi. Et parfois, ça peut être assez désagréable de vivre ce genre de choses. On est sur le mauvais revers de la médaille. Et il faut toujours se faire accepter. Et quand on n'arrête pas de bouger, il faut recommencer à chaque fois. Vous nous aviez dit aussi que vous étiez parti en Égypte en premier lieu pour la recherche d'inspiration lors de vos spectacles de magie. Quand vous êtes parti en Égypte, vous aviez déjà l'idée en tête de Gustave Flaubert et son voyage qu'il a fait en Égypte, ou c'était purement pour aller chercher des nouvelles idées, puisque l'Égypte est quand même le lieu de la magie Alors, il y a, moi j'avais longtemps travaillé sur l'univers du ciné-magicien et la lanterne magique. C'est en rapport avec Georges Méliès. Et il est vrai que je cherchais une nouvelle idée pour renouveler ma prestation en tant qu'artiste prestidigitateur. Je cherchais autre chose. Et en cherchant, je me suis aperçu effectivement que le métier de prestidigitateur a tenu ses origines de la médecine, et que les origines de la médecine, en tout cas la médecine occidentale, elle est fondamentalement égyptienne. Il faut savoir que Hippocrate, tout le monde connaît le serment d'Hippocrate, a appris la médecine à Alexandrie, dans les temples d'Isis et d'Osiris. Voilà. Donc pour fabriquer un nouveau concept sur la magie, donc pour continuer mon travail de prestidigitateur, pour essayer d'être original, je suis effectivement allé en Égypte pour essayer d'enrichir mes connaissances. Et effectivement, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que je ne savais pas grand-chose, et j'étais devant une telle ignorance que ça m'a donné envie d'avancer sur le sujet. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a apporté ce voyage pour vous? De tous mes voyages, je pense que c'est peut-être l'un des voyages, alors je sais parce que j'ai fait à un certain âge, mais ça marque, ça dépayse. On nous parle de l'Égypte, on nous parle des temples, on nous parle du Nil, mais tant qu'on n'a pas vécu les choses, c'est pas évident de savoir à quoi ça correspond. Et effectivement, quand on arrive devant les pyramides, ou quand on arrive sur le Nil, ou quand on voit des temples égyptiens devant nous, déjà il y a un impact qui est d'abord sa propre ignorance et la beauté du lieu. Alors effectivement, à partir de là, il se passe quelque chose, oui. Ouais.
Alors, il y a Gustave Flaubert et Maxime Ducamp qui ont rencontré un mage nubien en Égypte. Oui. Vous nous parlez dans vos conférences. Et vous dites que ça a été une réelle rencontre, ce lien par rapport à votre spectacle et à votre recherche de nouveaux spectacles dans la magie. Pourquoi cette rencontre qu'ils ont eue avec ce mage nubien est si importante? Alors, bon, en tant que prestidigitateur, Gustave Flaubert, a priori, il n'y a pas de lien. Et il est très difficile de trouver de manière spontanée, évidente, à moins de passer des heures et des heures de lecture sur la biographie des deux auteurs, Maxime Ducamp et Gustave Flaubert. Et c'est pas évident, a priori, de trouver un lien entre mon métier de prestidigitateur et son voyage en Égypte. Et puis il faut savoir aussi que quand j'ai commencé à construire cette idée, je ne pensais pas forcément à Gustave Flaubert. Donc il y avait une construction intellectuelle à mettre en place. Et quand j'ai découvert que Gustave Flaubert et Maxime Ducamp avaient rencontré un mage nubien, je me dis, je tiens mon lien en tant que prestidigitateur, je peux justifier mon travail autour de Gustave Flaubert, puisque je pouvais mettre, en plus de l'exposition, en plus du film, en plus de la conférence qu'on a dans le livre, je pouvais justifier qu'il y avait le lien entre mon métier et Gustave Flaubert. Alors après, quand on a été en Égypte, quand on s'aperçoit que l'Égypte est mère de la médecine, que la magie est partie intégrante de la médecine, la providence du mage nubien, de la rencontre du mage nubien avec Gustave Flaubert et Maxime Ducamp, eh bien c'est explosif pour moi en tant que magicien. Je dis bah oui, ça devient évident et ça coule de source. Et pourquoi ne pas avoir écrit sur un autre personnage? Alors là, ça c'est une affaire commerciale. Je me suis intéressé à Gustave Flaubert parce que à Rouen, là où je vis, c'est la ville de Gustave Flaubert, et que sur ce voyage en Égypte, personne n'avait jamais encore rien fait, curieusement, et je me suis dit, c'est une occasion rêvée de pouvoir innover sur un auteur aussi célèbre que Gustave Flaubert, qui est donc lu mondialement, et d'être reçu les bras ouverts parce que vous avez fait du bon travail. Et là, fondamentalement, le fait de réussir un concept culturel autour de Gustave Flaubert pour un magicien, pour moi, c'était évident que j'allais avoir toutes les portes qui allaient s'ouvrir. Ça me paraissait... et je me dis, bon, je vais pouvoir tourner, ça va me faire mon salaire d'intermittent, je vais tourner dans toute la région, ça va faire plaisir aux gamins, je vais apporter du bonheur à tout le monde, je vais faire mon spectacle de magicien oriental, etc. Pour moi, c'était une manière d'avoir un argument commercial envers des élus qui allaient forcément dire oui. Voilà. Donc, je vendais mon spectacle et je pouvais vivre de mon travail. Voilà. On va voir plus tard que ça ne s'est pas passé. Tout le monde peut se tromper. Et par contre, qu'est-ce qui vous a attiré le plus chez Gustave Flaubert? C'est le personnage ou c'est aussi le lien qu'il a avec la franc-maçonnerie? Alors, quand j'ai commencé à présenter mon voyage en Égypte de Gustave Flaubert au musée Flaubert, je ne savais pas à l'époque qu'il était franc-maçon. C'est en reniflant le musée que je me suis aperçu progressivement que Flaubert était maçon. Puis de fil en aiguille, je me suis aperçu que à l'époque, ils l'étaient tous. Mais pouvez-vous répéter la question parce que... Qu'est-ce qui vous a attiré le plus chez Gustave Flaubert? C'était le personnage ou c'était le lien qu'il a avec la franc-maçonnerie? Ce qui m'a attiré le plus... C'est un lien qui est caché, que personne ne savait. Oui, puis je ne savais pas non plus. Donc, à l'époque, ce qui m'a attiré chez Gustave Flaubert, ce qui m'a le plus fasciné, c'est son univers. C'est l'Hôtel-Dieu, c'est sa vie, c'est son voyage en Égypte avec Maxime Ducamp, c'est son époque. Et puis c'est l'histoire du 19e siècle. J'aurais pu le faire avec plein d'autres auteurs, mais à Rouen, là, c'était du pain béni. Et puis, effectivement, je pourrais pas dire ce qui m'a attiré le plus, j'en sais rien, parce que c'est quand même un personnage assez fascinant. On va dire que Rouen, franc-maçonnerie, voyage en Égypte, la magie, tout vous menez vers Gustave Flaubert, finalement. Oui, alors là où c'est curieux, c'est que là où j'habite à la campagne, le terrain appartenait à la nièce de Gustave Flaubert. Et donc Gustave Flaubert allait régulièrement là où j'habite. Donc je commence à trouver ça un peu curieux. J'avais l'impression d'avoir été marabouté par Gustave Flaubert.
Alors, pour ceux, vous avez appelé votre livre Gustave Flaubert et le Grand Orient de France. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais entendu parler du Grand Orient de France ou de la franc-maçonnerie, est-ce que vous pouvez nous dire juste en quelques mots ce qu'est la franc-maçonnerie et ce qu'est le Grand Orient de France au jour d'aujourd'hui? Alors ça c'est assez complexe, hein, parce que le Grand Orient de France, alors d'abord, il y a une histoire avant le Grand Orient de France, hein, parce que le Grand Orient de France n'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts. On ne peut pas parler du Grand Orient de France sans parler de la guerre de 7 ans. Hein. Tout est associé à la chute alors je regarde mes notes, hein, j'ai pris des notes, à la chute de Jacques Stuart, hein, roi d'Écosse et d'Angleterre à l'époque. Hein, il a régné 3 ans. On est toujours dans ces histoires de guerre de religion. Hein. L'Angleterre, avec les Stuarts, est donc catholique à cette époque. Hein. Et il va y avoir un putsch qui va être fait au niveau des Stuarts par les orangistes et les jacobites. Et c'est là, en fait, où va arriver la guerre de 7 ans, où la France va être rentrée en litige politique avec la couronne d'Angleterre quant à la succession de la couronne d'Autriche, et où on va avoir, en quelque sorte, une guerre mondiale, hein, sur les mers, dans les colonies, partout en Europe, tout le monde se tape dessus, et à ce niveau-là, la franc-maçonnerie, elle était, à l'époque des Stuarts, elle était catholique. Hein, puisqu'il faut savoir que la franc-maçonnerie est une arme politique, hein, et le Grand Orient de France arrive au moment où, là on est au début de la guerre de 7 ans, au moment où les Stuarts n'arrivent plus à reconquérir le pouvoir, et où les jacobites prennent le contrôle de cette maçonnerie. Donc, et où ça devient un danger pour Louis XV d'avoir cette maçonnerie hostile en France. Donc il va interdire la franc-maçonnerie en France. Il va l'interdire. Mais malgré tout, il va la récupérer. Donc là, on arrive en 1773. Hein, il va la récupérer. Toujours dans une histoire de bataille, hein, pour surveiller le pays, pour contrôler, hein, surveiller ce qui se passait en France, mais aussi pour faire des recherches, parce qu'il y a pas mal de recherches de médecine qui ont été faites à travers cette franc-maçonnerie. Alors il faut savoir que Gustave Flaubert, en tant que maçon, était initié au rite écossais philosophique. Hein, et que, un rite aujourd'hui qui n'existe plus, et que le thème principal de ce rite, le thème de recherche principal de ce rite, c'est le travail sur la pierre philosophale. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la pierre philosophale, en quelques mots. Alors, la pierre philosophale, on va aller, pour faire simple, c'est un médicament. Hein. La médecine, c'est quoi? C'est la pharmacopée, la chirurgie et la magie. Hein. Ça, c'est les 3 principes fondamentaux de la médecine selon Hippocrate et selon Hermès. Donc la pierre philosophale, elle est associée à la pharmacopée. D'accord. Mais par contre, vous avez parlé que pour connaître un petit peu plus sur la franc-maçonnerie, ce qui vous arrive aussi, parce que vous avez eu pas mal de censure, etc., vous avez dû vous-même intégrer une loge franc-maçonne. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, la franc-maçonnerie n'est plus que... ça n'existe plus. Hein, c'est beaucoup de... Alors, surtout au Grand Orient de France, aujourd'hui, hein, surtout... via le Parti Socialiste, c'est le bon coin pour faire des bonnes compines. Hein, c'est le coin des combines. Et le seul problème, c'est que si vous êtes écarté de ce réseau, comment vous pouvez savoir qui est en train de vous planter un coup de couteau dans le dos, hein? Donc le meilleur moyen d'affronter son ennemi, c'est d'aller voir ce qui se passe chez lui. Et donc effectivement, j'ai fait une petite démarche anthropologique, on va dire, pour savoir qui était qui, sachant que si me poignarder, eh bien, j'aurai le répondant pour leur faire fermer leur clapet. Voilà.
Et vous êtes resté 8 ans dans cette loge? Alors, je suis resté 8 ans dans différentes loges, j'ai beaucoup voyagé pour bien voir un peu ce qui se passait. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Donc, je ne suis pas resté que dans une seule loge. D'accord. Et quand on rentre dans une loge, est-ce que on apprend des choses finalement, à part le copinage, etc., ou ça reste un milieu très business, etc.? Moi, enfin, je vais pas c'est dangereux. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez dangereux parce qu'il se passe vraiment quelque chose. Et en plus, c'est pas parce que vous êtes franc-maçon qu'on va vous faire des cadeaux. Hein. Parce qu'à l'intérieur de la maçonnerie, c'est la foire d'empoigne. Hein. Tout le monde se tape dessus. Tout le monde tire la couverture à soi. Et je ne vois pas vraiment, j'ai pas vraiment été, à titre personnel, hein, peut-être que d'autres ont vécu différemment, j'ai pas vraiment constaté une belle fraternité au sein de cette franc-maçonnerie. J'ai surtout constaté que les gens cherchaient le pouvoir et se tabaient dessus gaiement pour l'avoir. Hein. Donc c'est un milieu un peu décevant, fondamentalement obscur, et pas très fraternel. Il faut savoir que 99% de nos politiques, quand même, font partie de la franc-maçonnerie. Oui. Alors peut-être que j'étais pas assez haut gradé pour bénéficier d'un... moi, n'étant pas vraiment investi dans une cause politique définie, peut-être que c'est pour ça que j'ai peut-être pas été dans le secret des dieux. Mais en revanche, aujourd'hui, oui, le Grand Orient de France est une fédération du Parti socialiste. Oui, le maire de Rouen est franc-maçon parce qu'il est socialiste. Et on a l'affaire, toutes les affaires aujourd'hui de corruption et d'accaparement du business est associée à la politique, hein, parce qu'il n'y a rien de tel pour un parti politique de pouvoir négocier des marchés et ensuite récupérer les dividendes. Hein. Oui, aujourd'hui, le Grand Orient de France, c'est surtout ça. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Il faut regarder Cahuzac. Hein, d'ailleurs, c'est Michel Rocard. C'est Michel Rocard. Hein, et est-ce que le Grand Orient de France, si ça serait la droite, il ne profiterait pas de la droite? C'est un peu... Alors, il y a plusieurs réseaux maçonniques. Hein. Bon, là, on parle de réseau du Grand Orient de France. Mais des réseaux maçonniques, il y en a de l'extrême droite à l'extrême gauche. Hein. C'est une force politique. Hein. Donc, il y a plusieurs francs-maçonneries. Hein. Il y a plusieurs francs-maçonneries. Ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, c'est une société secrète. Hein. C'est un réseau politique. Aujourd'hui, c'est un réseau politique. Hein. Un réseau politique et aussi un réseau commercial. Hein, on y négocie des marchés et on influence tel ou tel groupe de personnes pour que les gens mettent tel bulletin dans l'urne. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et aujourd'hui, on le voit bien hein, à travers ce que dit Hollande, on voit sur Internet, on ne peut rien faire sur la franc-maçonnerie, ils sont tous reçus, ils sont tous dans les ministères. Bon, voilà. Malheureusement, eh bien, ces gens qui ont le pouvoir, nous obligent à voir qu'au bout des comptes, tout ce qui nous montre, eh bien, c'est la corruption, le trafic d'influence, le mensonge. Et j'en passe, c'était bien. Donc, franchement, nous avons affaire quand même à une situation vraiment inquiétante. Parce que nous, les petits, hein, à ce niveau-là, on est un peu malmenés. Hein, donc moi, je pense que ces hommes politiques donnent vraiment une mauvaise image de ceux auxquels ils croient. Hein, parce que on a vraiment l'impression qu'ils ne croient plus en rien. On peut considérer le Grand Orient de France ou la franc-maçonnerie comme une secte? Forcément, oui, là, on est sur un système qui fonctionne comme une secte. Comme une secte. Tout à fait, oui. Parce que la personne qui va être trop dissidente va être renvoyée, ou celle qui fait partie d'un courant politique ne pourra pas y adhérer. Donc on est sur une pensée unique, associée, qui fait penser fondamentalement à un système sectaire. On voit que la franc-maçonnerie, quand même,
et dans les gouvernements, dans les grandes entreprises, dans les banques, les tribunaux, au MEDEF, même au Vatican. Oui, bah c'est une arme politique. Ouais. Comment on peut aller contre ça maintenant, au jour d'aujourd'hui? Bah, je pense que, en tant que nous les citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, pas grand-chose. Enfin, moi, je vois pas ce qu'on pourrait faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est de dénoncer. Hein, c'est de montrer du doigt tel ou tel mode de fonctionnement ou révéler tel ou tel nom. Disant, vous voyez ce monsieur qui n'est pas correct, il est comme ça, il est franc-maçon et tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, que peut faire un individu contre un réseau? Oui. Rien. D'où l'intérêt et la force des réseaux. Oui. Donc on va passer... Ces gens-là. On va retourner à Gustave Flaubert, qui est quand même le sujet principal de l'interview. Comment vous avez compris que Gustave Flaubert était franc-maçon? Et à partir de quel moment? Puisque depuis, personne n'en a parlé, jamais personne n'a jamais rien dit. Et comment vous, en tant que particulier, on va dire, a pu trouver ça? Alors, cette faille, on va dire. Tout ça, ce sont des concours de circonstances. Hein. Bon, j'ai été accueilli au musée Flaubert, j'ai eu un certain succès, et j'ai présenté une belle conférence, et puis il s'est passé des choses. Et j'ai eu le temps pendant un mois d'observer ce musée, là où j'y allais quand même tous les jours. Et il y a des indices qui progressivement, tout doucement, ont mis sur la piste de la franc-maçonnerie de Gustave Flaubert. Et puis à un moment donné, par la force des choses, je suis tombé devant ce tableau hein, qui fait la couverture du livre, et je vois Gustave Flaubert habillé en franc-maçon écossais. Alors la somme de tous ces événements m'ont surpris. Je dis, mais il doit être franc-maçon. Alors en plus, il y a aussi cet événement, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, de la momie. Il y a aussi une momie qui, avec son tablier, son cordon, au musée Flaubert. Ça fait quand même beaucoup. Et après, bon, en grattant un peu là-dessus, je me suis dit, ouais, mais il ne pouvait pas ne pas l'être. Et c'est là où je me suis aperçu que, fondamentalement, oui, Flaubert était franc-maçon, mais après, je me suis aperçu qu'ils l'étaient tous. Il n'y en avait pas qui ne l'étaient pas. Tous les gens connus étaient francs-maçons. Tous. Donc, mais c'est lié aussi à l'organisation de l'Empire de Bonaparte. Hein. Bonaparte, pour tenir son empire, avait besoin d'un réseau politique secret. Hein, c'était un homme des services secrets, hein, Bonaparte, et pour lui la franc-maçonnerie c'est l'idéal, puisque tout se fait de manière cachée, la surveillance aussi, c'est la surveillance des gens, hein, la franc-maçonnerie, hein, et les informations remontées, pour lui c'était un moyen ensuite de lancer des opérations politiques en or. Hein, donc Bonaparte a renforcé ce réseau. Et donc tout le 19e siècle, on a été vous nous dites que entaché. Victor Hugo, Alexandre Dumas, Aristide Briand, Balzac, Maxime Ducamp, ils étaient tous francs-maçons. Tous, Gérard de Nerval, Baudelaire. Alors, il y a un côté qu'on peut dire, finalement, quelle est l'importance que Gustave Flaubert soit franc-maçon ou pas, et de l'autre côté, c'est de savoir aussi, mais pourquoi on ne le dit pas? Et pourquoi on n'a pas dit que tous les autres auteurs étaient francs-maçons? Alors peut-être que ce qui doit être gênant pour la bonne marche de la franc-maçonnerie contemporaine, c'est que si on s'aperçoit que depuis de l'origine, leur réseau est une arme politique et que ça sert aux dirigeants pour, au bout du compte, asservir le peuple, parce que c'est une forme d'asservissement, hein, ça va pouvoir faire de la promotion. Ils auront moins d'adhérents, et à partir de là, peut-être que la personne ordinaire ne doit pas trop en savoir, hein, pour éviter justement qu'il y ait une baisse du recrutement. Voilà. Parce que Gustave Flaubert, étant le fils d'Archie Cléopas Flaubert, qui était lui-même franc-maçon, beaucoup de gens disent c'était normal qu'il soit franc-maçon, puisqu'à l'époque, il y avait une filiation directe. Pour vous, est-ce que, sachant que l'affiliation était directe, est-ce que c'était un grand secret de savoir qu'il était franc-maçon? Alors à l'époque, oui, c'était un secret. Limite, on pouvait finir sous une calèche parce qu'on avait trop parlé. Hein. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui se posent la question de savoir si Gérard de Nerval a été assassiné ou non. Hein. Gérard de Nerval parlait beaucoup. D'où l'interrogation. Je pense qu'effectivement, à cette époque-là, le secret était de rigueur, et que ceux qui avaient trop tendance à parler
se retrouver au fond du trou. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et vous nous expliquez aussi que l'initiation pour Gustave Flaubert, ça a été son voyage en Égypte. Alors, qui a duré 8 mois d'ailleurs. C'est pas l'initiation, c'est l'épreuve initiatique. Hein, une épreuve initiatique. Alors, ce qui est intéressant dans ce voyage en Égypte de Gustave Flaubert, c'est on s'aperçoit que la franc-maçonnerie, donc là, à partir de là, par rapport à Bonaparte, hein, était très implantée en Égypte, très implantée aussi au niveau de l'Empire ottoman, à Marseille, et que Flaubert et Maxime Ducamp n'auraient pas pu aller en Égypte et être reçus comme des princes, parce qu'ils ont quand même été reçus par le chef des armées, par le pacha, par tout le monde. Ils n'auraient jamais pu vivre ce voyage-là de cette manière s'ils n'avaient pas été francs-maçons. Ça, c'est évident. Ils étaient tous maçons. Les lettres de recommandation vont être données à Marseille par Claubet. Claubet, un médecin marseillais, franc-maçon lui aussi. Ils sont accueillis par Soliman Pacha, donc un ancien de l'armée de Bonaparte, chef des armées de Mehmet Ali, lui-même franc-maçon. Ils sont ensuite accueillis par différentes personnalités égyptiennes. Ils le sont tous. Et ils vont avoir ils vont même être accompagnés, escortés lors de leur voyage, deux personnes escortées par des militaires de l'armée de Mehmet Ali. Voilà, bon, c'est clair. Ils étaient tous, et Flaubert et Ducamp l'étaient, c'est sûr. Ouais. Et d'où venait le budget justement pour faire ce voyage de 8 mois pour deux jeunes, on va dire. Le voyage en Égypte a duré 8 mois, mais eux, ils ont fait le voyage en Orient. Après, ils sont allés à Istanbul, etc., à Jérusalem, etc. En fait, c'est leur fortune personnelle. Maxime Ducamp, lui, fait un héritage colossal, un héritage fabuleux, et il est très riche. Et pour ces jeunes gens nantis à l'époque, et c'est aussi le neveu de Champollion de Figeac, enfin bon, c'est des grosses familles de France. Pour ces gens-là, le voyage en Égypte en tant que maçon est incontournable. Et donc, c'est pas l'initiation de Gustave Flaubert, c'est un parcours initiatique dans la franc-maçonnerie de Gustave Flaubert. Donc, jusqu'à son voyage en Égypte, on va dire qu'il était pour la maçonnerie, finalement. Le Flaubert ne s'est pas posé la question de savoir s'il était pour ou contre. Il est tombé dedans. Oui. Donc, après, les problèmes qu'il a eu via la maçonnerie, parce qu'il en a eu, hein, après on est sur des mouvements historiques et révolutionnaires de cette époque. J'en avais déjà parlé, hein, quand Flaubert écrit Le Candidat, il s'oppose aux républicains et à ceux qui gouvernent. Et ce sont ces gens qui gouvernent sont tous francs-maçons. Hein, et comme Flaubert s'y oppose, ils lui font la peau, ils le ruinent. Et comment ça se fait à quel moment il a ce déclic de vouloir être libre dans les pensées? Je crois qu'il a toujours été comme ça. Je pense qu'il a toujours été comme ça. Flaubert a toujours été comme ça. Je pense. Hein, quand on lit sa correspondance et qu'on étudie un peu ses différentes biographies, on peut constater qu'on a affaire à un esprit fort, indépendant. Oui. Et par rapport à son ami Maxime Ducamp, on va dire que Maxime Ducamp était plus à se taire et à... C'est un peu le même genre de personnage. Hein. Gustave Flaubert a été renvoyé en terminale parce qu'il était, entre guillemets, un élève turbulent. Maxime Ducamp, c'est pareil. Ils sont tous les deux amoureux de l'Orient. Ils se ressemblent beaucoup dans le fond. Hein. Bon, après, Maxime Ducamp, lui, voyait peut-être un peu plus une carrière. En même temps, il n'en avait pas besoin. Hein. Mais dans le domaine littéraire, Maxime Ducamp voyait peut-être une démarche carriériste. Et Flaubert, lui, en revanche, lui voyait plutôt l'œuvre, l'art pour l'art, sans se poser la question de savoir si ça allait être le succès ou non. Hein. Il ne travaillait pas pour la célébrité, il travaillait pour la gloire, au sens figuré.
Par contre, vous nous expliquez que Gustave Flaubert, dans ses œuvres, qu'elles étaient un peu cryptées en 3 niveaux. Comment quelqu'un de vraiment libre dans sa tête peut faire ce genre d'œuvre où il va penser quand même à l'initiation maçonnique, au niveau intermédiaire, etc. Alors ça là on est dans la performance de la phrase, hein. Dans l'art pour l'art, hein. Gustave Moreau, quand il fait ses peintures, a le même état d'esprit, hein. Ils vont faire de l'art pour l'art. Le fond est fondamentalement indo-européen, hein, puisque là on est sur une maçonnerie indo-européenne. La performance est artistique. Et le cryptage, lui, il fait partie de cette performance artistique. Et il permet aussi d'y mettre, pour les générations futures, des informations qui vont révéler telle ou telle chose. Parce qu'il faut savoir que, malgré tout, Flaubert est bien conscient de l'emprise de la franc-maçonnerie sur et l'évolution de cette emprise dans le temps. À partir de là, il a certainement dû placer à l'intérieur de son ouvrage quelques messages cachés, c'est sûr. Oui. En plus des métalangages, en plus de la langue des oiseaux, en plus de tas de choses. Si on pouvait avoir accès à toute la beauté et à tout le travail de Gustave Flaubert, je pense qu'il faudrait avoir sa culture générale. Moi, personnellement, je ne l'ai pas. Hein. Et si on arrive à comprendre sa démarche, eh bien, on peut effectivement être surpris par le nombre de choses qu'il a dû y mettre, oui, c'est sûr. Ouais. Alors, Gustave Flaubert a quelque chose encore qui est semblable avec vous, c'est qu'il a, avec son esprit un peu libre, il a reçu les foudres de ses frères de la franc-maçonnerie, oui. Qui lui ont envoyé même jusqu'à la ruine. Oui, tout à fait. Oui. C'est une coutume, une vengeance typique de la franc-maçonnerie, ça ? Tout à fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même une démarche sectaire, hein, une forme de pensée unique. D'ailleurs, il faut savoir que un maçon libre dans une loge libre est une chose qui arrive à la fin du 19e siècle suite à une rébellion interne. Car la maçonnerie est toujours... fonctionne sur un mode militaire. Hein, l'origine de la maçonnerie, c'est un ordre de chevalerie. Donc les gens doivent marcher droit, ne pas faire d'écart, respecter la règle. Et ceux qui ne respectent pas cette règle vont être écartés. Hein, donc, si Flaubert, dans son travail, les chatouille, surtout à cette époque, il ne pouvait pas ne pas avoir d'ennui. Il allait forcément en subir les conséquences. Hein. Donc là, oui, effectivement, on n'est pas dans quelque chose, dans un univers de liberté, plutôt dans un univers très conditionné où la liberté de penser, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire, n'est pas la bienvenue. Il est mort à 63 ans, je crois, soi-disant d'un AVC ou d'un problème cérébral. Est-ce que c'est une version officielle ou il y a une autre version Alors, c'est une version officielle, mais on peut effectivement s'interroger sur un éventuel maraboutage. On ne sait pas. Il y a une polémique sourde sur le sujet. Bon, j'ai travaillé sur le sujet dans le tome 3. Ah oui, ouais. D'accord. Mais oui, on peut se poser des questions sur effectivement une éventuelle sanction magique qu'aurait subi Gustave Flaubert. Ouais. Bon, là, voilà. Parce que dans les rites et les promesses qu'on fait dans les loges franc-maçonnes, on fait quand même un signe de couper la gorge si on dévoile les choses. Vous qui avez fait partie de ces loges pendant un temps, maintenant que vous êtes dans une démarche de dénonciation, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il vous arrive la même chose que Gustave Flaubert ? De toute façon, quoi qu'on fasse, dès qu'on est dissident, qu'on soit maçon ou non, on risque d'avoir quelques soucis. Alors maintenant, le geste du souffle coupé, on le retrouve aussi surtout dans la danse de Salomé.
puisque c'est Salomé qui va couper la tête de Jean-Baptiste, qui va faire couper la tête de Jean-Baptiste. Et on retrouve ça aussi beaucoup dans l'œuvre de Gustave Moreau, donc l'identité de la mère, donc du souffle, et effectivement le souffle coupé, donc le féminin qui effectivement peut arrêter le vivant. Alors on retrouve aussi, qui peut donner, qui donne et qui reprend. On retrouve ça aussi dans la légende de Judith et Holoferne aussi. La femme qui vient pour danser et qui va hypnotiser l'homme et lui trancher la gorge. Et on retrouve aussi à travers cette légende aussi la légende d'Asmodée, là on rentre dans des sphères un peu plus sombres. Ouais, ouais. Donc vous dites qu'à partir du moment où il a commencé à dénoncer, il a reçu les foudres de ses frères, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, Gustave Flaubert reste un grand artiste, on va dire. Est-ce que la censure est arrivée trop tard pour lui, ou est-ce que c'est son génie qui a fait que son œuvre a quand même vécu après tout ça? Moi, je pense que Gustave Flaubert a survécu par son talent. Maintenant, ce qui est vraiment curieux et ce qui m'interroge, je pense que beaucoup de gens vont s'interroger comme moi sur la question, pourquoi a-t-on gardé aussi longtemps secret sa franc-maçonnerie? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi personne, hormis un roman qui est sorti, qui a effleuré le sujet, ce roman c'est La révélation de l'homme plume, c'est un roman assez intéressant. Personne ne s'est intéressé à ça. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache forcément quelque chose. Voilà. Pour vous, quel est le principal secret des loges maçonniques? Le principal secret des loges maçonniques, au jour d'aujourd'hui, c'est de pouvoir piquer l'argent sans se faire prendre. Voilà, ça c'est comment faire. Voilà, c'est le coffre-fort. C'est le coffre-fort à la banque, où il y a la boîte, où il y a les lingots. Ça, c'est le secret maçonnique. C'est Alibaba et le Grand Orient de France. Parce qu'on sait que par exemple les grandes fortunes, comme les Rockefeller et Rothschild, font partie aussi de ces sociétés secrètes. Vu qu'ils sont les grands patrons des banques, est-ce qu'ils ont besoin d'argent finalement? Le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, la franc-maçonnerie est une arme politique. Ces grands financiers travaillent pour des gouvernements. Donc fondamentalement, avec le pouvoir de la finance, mettent le grappin sur ces réseaux. Et même, on peut se dire qu'ils mettent, parce qu'ils sont tellement riches, le grappin sur tous les réseaux. Donc ce n'est pas que sur la franc-maçonnerie qu'ils mettent le grappin, c'est sur tous les réseaux. Et alors ce mode de contrôle de la multiplicité des réseaux, ça porte un nom, ça s'appelle la synarchie d'empire. D'accord. Et comment se fait-il que cette organisation qui existe mais qui est secrète ne soit pas dévoilée, ou que le peuple ne le voit pas et ne puisse pas agir de lui-même? Finalement, c'est une société secrète et rien n'est fait pour qu'il puisse s'ouvrir les yeux. C'est un outil. Si c'est plus secret, ça sert à quoi? Ça sert à rien, puisque la surveillance ou l'espionnage se fait que grâce au secret. C'est le secret qui permet d'obtenir des résultats sur le fait d'enquêter sur telle ou telle personne, de faire un croche-pied en faisant croire que, au bout du compte, c'était pas fait exprès, c'est qu'on ne l'a pas fait exprès. Parce que l'idée est gardée secrète. Le secret est un moyen d'influencer. Donc, aujourd'hui, on appelle ça la franc-maçonnerie, mais on aurait pu, ça s'est appelé Élusis, ça s'est appelé Synergie d'Empire, ça s'est appelé, il y a eu plein de noms autour de, il n'y a pas eu que la franc-maçonnerie comme réseau du pouvoir. Et je pense qu'il y aura toujours un réseau secret, que ce soit un service d'espionnage, de contre-espionnage, au service de l'État, parce que la franc-maçonnerie est au service de l'État, il faut le savoir, du pouvoir en place, pour que l'État, ou un groupe d'hommes,
soient informés de ce qui se passe dans le pays, et à partir de là, prennent des décisions. Et si une personne vient, je me présente, je viens pour un sondage, c'est pour le président de la République, bon, les gens ne vont pas parler librement. Mais ici, c'est dans un bistrot où le gars il est là pour tendre l'oreille et il fait partie du réseau et que les gens parlent sans se méfier, eh bien, ils vont avoir toutes les informations sans avoir à poser de questions. C'est un système de renseignement. Et vous dites que le Grand Orient de France, par exemple, est on va dire une secte opportuniste, hein, et qui est toujours du côté du plus fort. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de principe, hein. Alors, un outil n'a pas à avoir de principe, hein. Il est là pour servir. On l'a vu, hein, ça j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, sous Louis XV, c'est la monarchie. Sous Bonaparte, c'est l'Empire, etc., etc. Au moment de la Commune, hein, ça j'ai déjà dit, hein, c'est Thiers qui tenait la franc-maçonnerie. À chaque fois, la maçonnerie est du côté du plus fort, la maçonnerie est du côté de celui qui a les rênes du pouvoir. Voilà. Et aujourd'hui, si le Grand Orient de France a aussi peur du Front National, c'est que si le Front National arrive au pouvoir, eh bien, la franc-maçonnerie sera obligée de se mettre au diapason. Voilà. Ouais. D'accord. Vous dites aussi que suite à vos soucis quand vous êtes revenu avec votre nouveau spectacle, votre idée de spectacle, vous dénonciez justement, vous parlez de Gustave Flaubert et le Grand Orient de France, vous aviez dans l'idée que toutes les portes allaient s'ouvrir. Et quand vous êtes arrivé, vous avez vu que c'était strictement le contraire. Qu'on vous a fermé toutes les portes. Pourquoi, à votre avis, cette attitude? Alors là, on est fondamentalement dans un comportement de mesquinerie. Il faut savoir qu'à Rouen, comme c'est on appelle Rouen, à la Normandie, on appelle ça la Fabusie. C'est une équipe, c'est un maillage politique, socialiste, et c'est aussi une bande de copains. Et donc, quand une personne arrive avec un comportement un peu original, et qui déplaît à l'un des copains, eh bien, il est plus bienvenu. Que ce soit Flaubert ou le reste, que ce soit de la prestigitation, du Gustave Flaubert, il n'est plus bienvenu. Donc, il va être bloqué. Moi, j'ai réussi à débloquer la situation à une époque parce que j'ai été soutenu par le premier secrétaire du Parti socialiste. Coup de chance. Mais très rapidement, quand j'ai accédé au succès et à l'originalité, tout m'a été verrouillé. Et quand j'ai essayé de rencontrer le maire de Rouen, en 2013, je lui dis, monsieur, voilà, on va être confronté à une situation un peu compliquée par rapport à la radicalisation musulmane. Vous devriez utiliser mon exposition pour apaiser les choses. Le maire de Rouen me répond, mais monsieur René, vous savez, je suis professeur de français. Donc on est aussi dirigé par des gens qui n'ont pas la compétence de leur poste. Et à partir de là, ce réseau devient un réseau d'incompétents. Et forcément, on voit ce qui se passe. C'est la catastrophe, c'est la faillite du monde moderne, c'est le déclin de la France. Parce que si on suit ce maillage où on fait passer que les copains, est-ce que vous ne pensez pas que finalement ce ne sont pas les meilleurs qui vont réussir? Ce ne seront surtout pas les meilleurs qui vont réussir, ou alors ce seront les meilleurs, mais alors là il aura fallu qu'ils aient un peu tout bon, quoi. Ouais. Mais non, ce ne seront pas les meilleurs qui vont réussir, les meilleurs ne vont pas réussir. Par contre, les copains, les plus nuls, eux, vont accéder à la réussite, parce que dans le réseau, ça fonctionne comme une petite armée. Ils vont faire travailler des gens qui sont socialistes, francs-maçons du Grand Orient de France, peu importe ce qu'ils font, ils vont avoir du boulot. Et ceux qui ne sont pas, même s'ils ont une idée géniale, dans leur idée politique, eh bien, ils n'ont aucune chance, ils auront le droit au croche-pied. Est-ce que cette façon de travailler ne met pas en danger la culture Mais on est aujourd'hui sur le déclin total, sur le chaos. On le voit que tout doucement il s'avance. Pourquoi? Parce que
ce genre de procédé, qu'il soit universitaire, commercial, politique, amène au chaos. Et comme a priori, bon bah, tout le monde s'y complaît, eh bien, fondamentalement, eh bien, on va dans le mur. Et quand vous avez un homme politique qui dirige une grande ville, la ville de Rouen, qui, quand vous lui parlez de déradicalisation, dit je suis professeur de français, eh bien, je crois que c'est foutu. Ouais. Avec ce qui s'est passé à Rouen, il n'est pas revenu sur ses propos. Je crois qu'il a peut-être oublié cet épisode. Vaut mieux oublier finalement. Oui. Pour vous, la franc-maçonnerie, tout ce qui est le peuple ou en bas de la pyramide, on est juste des pions de la consommation? Je crois qu'on est surtout dans une situation dramatique où des aveugles dirigent des aveugles. Hein. On n'est même plus sur le borgne qui dirige les aveugles. Hein. Les aveugles dirigent des aveugles. Donc, à moins d'un miracle, je pense que on est mal parti. Comment vous voyez la suite des choses? Je préfère pas la voir. Alors, on a reçu, vu que vous aviez fait partie de la franc-maçonnerie, on a reçu, on a une question aussi qui nous est arrivée. Beaucoup de francs-maçons nous disent que la lettre d'Albert Pike, qui parle de la Troisième Guerre mondiale, a été trafiquée. De toute façon, tous les écrits qui voyagent dans le temps et qui persistent sont confrontés à des modifications, soit des interprétations, des fausses, des bonnes. Oui, certainement qu'il y a eu des modifications et que le texte original n'est peut-être pas celui-là. Ça, c'est possible. Hein. Un texte authentique qui est publié, republié, republié, subit forcément des modifications. Il faut dire qu'Albert Pike était un membre du 33e degré de la franc-maçonnerie, donc le plus haut grade. Dans sa lettre, il a dévoilé les deux guerres mondiales qui se sont passées exactement comme il l'a dit, et il dévoile la Troisième Guerre mondiale avec les musulmans contre les chrétiens. Et on voit ce qui se passe en ce moment, où les musulmans sont vraiment mis partout dans les médias, ils sont harcelés, etc. Est-ce qu'il n'aurait pas raison, finalement, sur cette Troisième Guerre qui arriverait? Moi, je trouve que ça arrange bien les politiques d'aujourd'hui que la lettre d'Albert Pike aille dans ce sens. Parce que quand on est en face d'une telle incompétence, on peut se demander s'ils font pas tout pour jeter les Français les uns contre les autres. Hein. C'est aberrant ce qui se passe. Hein. Les chrétiens contre les musulmans, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Par contre, tout est monté en épingle pour qu'il y ait effectivement des communautés, hein, pas que les Français contre les musulmans, que tout le monde se regarde en chien de faïence. Hein. Toutes les communautés se regardent en chien de faïence. Et, diviser pour régner, on appelle ça. Hein. Si le Parti socialiste cherche à garder le pouvoir, il faut diviser. Hein. Il faut décortiquer toutes les forces en place pour pouvoir éventuellement récupérer quelques marrons du feu. On est sur de la politique politicienne qui n'est pas faite dans l'idée d'arranger les choses ou de réunir les gens, mais récupérer les marrons du feu et tout en faisant régner le chaos. C'est du grand n'importe quoi. Comme si un jeune qui sait à peine parler le français et qui tue une personne parce qu'elle est soi-disant chrétienne est musulmane. Quelqu'un qui n'a jamais lu le Coran. Qui se dit musulman mais qui n'a jamais mis les pieds dans une mosquée. Enfin, bon. Tout ça, en fait, on a affaire à un petit truand, enfin, et qu'on nous fasse avaler la pilule en disant ce gamin-là, c'est un agent de Daesh, alors qu'on a affaire quand même à des réseaux qui possèdent des millions et des millions de dollars. C'est vraiment prendre les gens pour des crétins, franchement. Hein, mais pour qui nous prend-on? Hein, malheureusement, le peuple suit. Le gars qui va pour... Alors, il y a Hollande qui est dans le Parc des Princes. Le terroriste
vraiment entraîné par Daesh. Il va pas, d'abord, il rentre pas dans le Parc des Princes, il va pas du tout voir le président de la République, il sort du Parc des Princes et il se fait sauter. Oui. Bon, il a été entraîné. Hein. Bon, à partir de là, on peut être surpris par la puissance militaire de Daesh. Comment faut-il pour encore être là? Comment ça se fait? Le gars, il va à la faire si vite. Non, ça va pas. On se fout de notre gueule. Franchement, on se fout de notre gueule. Enfin, limite, ça donne envie d'aller les voir, leur baisser le froc, leur donner une bonne claque. Ça, bon, tu te calmes, c'est bon. Parce que ça va pas, là. C'est franchement se moquer du monde. Ouais. Les élections arrivent en 2017. Est-ce que voter pour vous sert encore à quelque chose? Aujourd'hui, voter pour qui? Je me pose franchement la question. Hein. Quand les gens disent je vais voter pour le moins pire, est-ce qu'il faut vraiment voter ou est-ce que les gens faut qu'ils réfléchissent qu'on ne vote pas pour le moins pire, mais il faudrait voter pour quelqu'un de bien s'il y en aurait vraiment un, ou ne pas voter? Voilà, je mets un joker dans cette question. Hein. Donc on arrive à la fin des questions pratiquement, donc on va commencer, on va expliquer déjà, donc c'est le premier livre que vous sortez, donc c'est Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, le Grand Orient de France, hein, c'est là où on a ce tableau hein, qui a été peint où nous étions tout à l'heure. Hein, voilà. donc dans le salon turc de Gustave Flaubert. Ouais. C'est quand même étonnant d'arriver à voir en si peu de temps autant de réunions d'informations. Donc ce tableau-là, que vous avez eu les premiers signes j'ai vu, oui, parce que là, les couleurs écossaises, c'est le bleu, blanc, rouge, noir et or. Hein. L'or, on s'est associé à la tentation de Saint-Antoine, hein, c'est l'esprit illuminé, l'élargissement de l'état de champ de conscience. Et le bleu, blanc, rouge, c'est associé au mouvement du soleil, hein, tout est associé au soleil et à la lune. Hein, et là, on a Flaubert en vénérable écossais, c'est sûr. Hein, il y a même une étoile ici, le bleu c'est la nuit, hein, il y a des étoiles, ici sur 100 mètres, on le voit. Hein. Voilà, quoi, Alors ça aussi c'est rigolo, c'est que à l'époque, le musée Flaubert... tout fier d'avoir acheté une malheureuse tasse qu'ils appelaient coupe, est passé à côté d'un tableau. Alors, ils ont la tasse de Gustave Flaubert, mais ils ont raté un truc énorme, qui est la preuve de la formation de Gustave Flaubert. Là encore, même au niveau culturel, au niveau universitaire, on est confronté à une incompétence qui fait froid dans le dos. Hein, c'est quand même ces gens-là qui forment la jeunesse intellectuelle de demain. Là, ça fait froid dans le dos. Hein, on va acheter une tasse qu'on va appeler coupe, et à côté, pour le même prix, on a un trésor. Est-ce que ce tableau, on peut le voir quelque part? Je crois que ça a été acheté par un privé il n'y a pas longtemps, enfin il y a un an ou deux à Trouville. Hein. Mais c'est un marchand niçois qui m'a filé le tuyau. Parce qu'il avait acheté ça à New York, hein, lors d'une vente en enchère. C'est un spécialiste de Gustave Flaubert. Et ce marchand niçois cherchait à faire reconnaître ce tableau comme étant un tableau de Gustave Flaubert. Donc il avait affaire à cette même bande, et il avait du mal à faire reconnaître le tableau. Et bon, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, et on a réussi, après moult batailles, enfin c'est surtout lui, hein, qui après une joute sans pitié, hein, il a même fait intervenir des experts, un avocat, etc. A réussi à faire plier hein, la personne qui s'occupe de Gustave Flaubert à l'université de Rouen, dont je ne citerai pas le nom, et qui, sur ce coup-là, a vraiment été effrayant. Hein, il a été jusqu'à dire que Flaubert, ça ne pouvait pas être Flaubert, parce que Flaubert fumait la pipe, pas le cigare. Alors que quand on est habillé en pacha turc, on a forcément un cigare. Bon, c'est la catastrophe. Alors, évidemment, derrière tout ça, on a le Parti socialiste et les décisions politiques qui sont aussi à l'université de Rouen, à la mairie de Rouen, au niveau de ces gens-là, nous dirigent. Hein, donc, ça peut pas bien se passer. Ça va bien se passer.
Donc c'est une série de 4 livres, oui. C'est ça. Donc le premier qu'on vient de voir. Le deuxième, c'est Le Pacte des Grenouilles. Le oui. troisième, La Danse des Morts. Et le quatrième, Gustave Flaubert et la religion des Égyptiens, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais vous avez quelque chose de particulier, c'est que vous allez sortir le numéro 4 avant les autres, c'est le tome 4. Alors, oui, alors ça, effectivement, c'est une question, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'appellerais pas le tome 4 le tome 2? Bon, moi, dans mon travail, j'ai déjà tout construit intellectuellement. Donc j'ai déjà... Bon, le tome 1, il est ici. Le tome 2, il est terminé. Il n'y a plus qu'à le fignoler. Le tome 3 est en chantier. Le tome 4, eh bien, je dis, si je veux fignoler le tome 2, il me manque des informations. Donc il faut que j'aille un peu plus loin. Et c'est pour ça que j'ai refait un livre. Parce que l'idée de base, c'était d'en faire que 3. Et c'est à force d'avancer sur le sujet, je me dis, mais là, il faudrait que je sorte cette information-là, parce que c'est une information qui est complémentaire pour le tome 2, le tome 3 et le tome 2 et le tome 3. Donc, en fait, c'est une construction intellectuelle personnelle. Ouais. C'est aussi associé à des acquisitions de connaissances, à des lacunes que j'essaye de combler. Et on peut dire que vous ne faites pas les choses comme les autres, finalement. Bah, là, vous êtes libre. Bah, de toute façon, sur ce coup-là, je suis le seul à traiter le sujet. Voilà. Ce qui est curieux. Jusqu'à présent, personne n'a traité le sujet. Alors donc sur Internet, vous faites Gustave Flaubert franc-maçon, vous n'avez que moi. Hein, sur Google, sur bing.com, il n'y a que moi. Mais quand on voit les censures, on comprend mieux pourquoi. Là, la censure rouennaise est une censure d'imbéciles, hein, parce que ce sont des gens qui sont un peu à côté de la plaque. Ils l'ont prouvé. Hein. C'est une censure d'ignorants. C'est une censure de copinage. Peut-être que si ça avait été quelqu'un d'autre que moi qui traite le sujet, ça serait peut-être passé comme ça. Dans le Pacte des Grenouilles, vous allez faire ce livre par rapport à des encriers. Oui, c'est ça? Tout à fait. Alors là, on est effectivement sur la doctrine du siège de l'âme. Et effectivement, on retrouve ça aussi dans le parfum, avec Jean-Baptiste Grenouille, qui va y trouver les essences fondamentales de la création, en créant un parfum. Et il s'appelle Jean-Baptiste Grenouille, parce que la grenouille, effectivement, est associée au cri primal, au cri premier, hein, le cri de la nature, associé au rythme des étoiles, du soleil, etc. Est-ce que ces grenouilles ont quelque chose à voir, par exemple, quand les puces RFID, vous savez qu'on implante chez les gens, quand elles sont passées au microscope, on voit souvent sur le système de puces des petites grenouilles imprimées. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec cette histoire ou pas du tout? Vous savez pas du tout. En électronique, je suis assez pas très bon, donc si on a mis des grenouilles sur des puces électroniques, ça peut être intéressant de savoir, mais alors là, franchement, j'en sais rien. Je vais pas assez. Il y a des sataniques, etc. De toute façon, aujourd'hui, vu qu'on est dans une société où seul l'argent compte, oui, fondamentalement, il faut écraser l'autre, c'est le plus fort qui gagne. Donc là, on est fondamentalement dans une société qu'on peut considérer comme satanique. Hein, et que, effectivement, ceux qui sont à la tête de ça sont un peu les grands malfaisants, puisqu'ils ne cherchent pas à savoir si les gens vont souffrir ou bien vivre ou pas. Non, ils font de l'argent au mépris du peuple. Hein. Donc c'est une nouvelle forme de tyrannie. Oui, fondamentalement, on peut considérer ça comme étant diabolique. Vous croyez que le peuple de nos jours est à la dérive parce qu'il a perdu sa spiritualité? Il est à la dérive parce que ceux qui sont censés le diriger sont fondamentalement incompétents et à côté de la plaque. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est l'aveugle qui dirige les aveugles. Vu qu'on a affaire à des gens qui sont déjà coupés de toute forme de spiritualité, coupés de toute forme de culture générale, coupés de toute forme de bon sens, et qui, au bout du compte, vont essayer de prendre des décisions non pas par rapport à la vie, mais par rapport à des calculs monétaires, financiers, fondamentalement, si on est dirigé par des gens qui fonctionnent comme ça ne peut aller que de mal en pis. Donc le symbole liberté, égalité, fraternité que les francs-maçons
ont mis en place, on va dire, dans la République, finalement, il n'y a pas d'égalité pour tout le monde. Bah là, de toute façon, pour qu'il y ait égalité, encore faudrait-il qu'il y ait une conscience. Et là, il n'y a aucune conscience. Des inconscients dirigent, quelques inconscients dirigent le monde. Ouais, il n'y a aucune égalité. Il n'y a aucune fraternité. Tout ça, ce sont des... Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Égalité, vous placez 1 euro en bourse et puis tout d'un coup vous en avez 1 million, puis le gars qui a 1 euro parce qu'il n'a pas été... non, il n'y a pas d'égalité. Aujourd'hui, quand on nous fait croire qu'on est dans un monde où il y a liberté, égalité, fraternité, eh bien, s'il y en a eu, ben là, il y a vraiment peau de chagrin. Et j'ai l'impression que la peau de chagrin, elle est devenue toute petite, ça, sur ce là. Donc, où est-ce qu'on peut trouver vos livres? Parce qu'on sait qu'ils sont pas mal censurés. On va pas les retrouver à la FNAC. J'ai la gentillesse et la chance d'être diffusé par la librairie française. Voilà. Hein, on va mettre les coordonnées. Hein. Donc on peut le trouver sur le site de la librairie française. Je présente le livre, donc si les gens sont intéressés pour me rencontrer, je fais une signature à la librairie française le 1er octobre 2016, donc le mois prochain. À quelle heure? Ça doit être à l'ouverture, donc au début, voilà, 14h, 15h, okay. Je serai là. Hein. Et donc je remercie la librairie française de m'accueillir, de me permettre de vendre mon bouquin, alors que je devrais être dans les plus grosses librairies de Rouen, parce qu'elles sont proches du maire de Rouen et certainement aussi proches, de par leurs dirigeants, du socialisme. Sur ce coup-là, je n'ai même pas eu le moindre droit, à part une librairie musulmane, la librairie d'Hadès, qui vend mon bouquin à Rouen. Je suis interdit. Boycotté. Ouais, c'est quand même hallucinant. Une seule librairie vend mon bouquin aujourd'hui à Rouen, c'est une librairie musulmane, la librairie d'Hadès. Voilà, bon, je crois que... tout est dit. Tout est dit. Hein. Et comment les lecteurs peuvent vous aider pour la sortie de vos autres livres? Est-ce qu'ils ont quelque chose? Ils peuvent vous aider le seul moyen de m'aider, c'est d'acheter mon livre, puisque c'est ce qui va me permettre de financer mes recherches et de sortir les autres volumes. Hein. Donc si jamais, pour une raison ou pour une autre, la librairie française se retrouvait en rupture de stock, ils peuvent aussi l'acheter sur Amazon. Le seul moyen de m'aider, c'est d'acheter mes livres. Puis en même temps, je pense que le sujet est intéressant donc ceux qui sont un peu curieux vont y trouver leur compte. On peut dire qu'Olivier René reste toujours un magicien ou vous êtes définitivement un écrivain dénicheur de talent? De secrets plutôt. Je serai toujours un enfant dans l'âme et en tant que tel, évidemment, la prestidigitation, la magie me fascineront toujours. Hein. Sauf que là, j'ai trouvé que c'était quand même inquiétant qu'il y ait des choses qui soient mises à l'écart. Sachant que de toute façon, un jour ou l'autre, je n'aurai peut-être plus les capacités intellectuelles de faire ce genre de travail. Je me suis décidé à me consacrer au sujet. Ça permet de transmettre aux générations futures. À partir de là, d'autres vont travailler dessus, vont peut-être voir que j'ai commis des erreurs, faire des modifications. Et le sujet risque de vivre. Et on pourra aussi, quelque part, montrer du doigt tous ces gens, ces petites personnes qui... montrer du doigt tous ces gens, toutes ces petites personnes qui ont mis la France en l'air. Hein, le chaos en France. Quoi. On a une question qu'on pose régulièrement à nos invités. Est-ce que vous avez été Charlie? Ah non. Ah non, parce que là c'est tellement énorme que... non, je ne suis pas Charlie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, 100% des dissidents n'ont pas été Charlie. Oui, non, mais moi je... Donc vous faites partie des 100% pour le je suis dans les 100%, je ne suis pas Charlie. Faut arrêter les conneries. Bon, on vous remercie beaucoup de votre confiance en tout cas. On espère vous revoir pour la sortie de vos autres livres. Oui. On espère qu'ils feront un grand succès aussi. Oui. Et puis votre livre est sur notre site, bien sûr, on mettra les autres aussi dessus. Oui. Et puis merci de m'avoir interrogé. Et on essaiera de venir vous voir pendant la dédicace
faire un tour. D'accord, bah alors c'est très gentil. Merci beaucoup à vous et puis à bientôt alors. Oui.